Je m'appelle Antonia Scully, directrice exécutive du réseau canadien CPN, et bienvenue à notre dernier événement en 2021. Donc, on est très enthousiasmés de vous avoir avec nous aujourd'hui, ce soir. Avant de démarrer relativement à la présentation, j'aimerais parler de quelques éléments à l'interne. J'ai de l'information additionnelle que j'aimerais partager avec les participants relativement à un événement très enthousiasmant cette semaine, qui est la journée vendredi de la psoriasis, journée mondiale. Et donc, je vous en parle un peu, puis ensuite, on va vous présenter les présentateurs principaux pour ce soir. C'est enregistré en anglais et en français, ce webinaire. Et comme dans tous les cas, ce sera affiché sur le site web en quelques jours pour visionnement. Et donc, vous pouvez aller sur le CPN, et donc la plateforme de l'organisation, pour avoir cette version en anglais ou français. Alors, si vous avez des questions, veuillez les insérer dans la boîte de questions. Et puis, on va s'assurer de traiter de toutes les questions avant la fin de la présentation ce soir. J'aimerais vous dire également que, comme c'est le cas pour les ressources le webinaire, l'information qu'on vous présente ce soir, c'est de l'information générale. Des questions spécifiques, des problèmes spécifiques. Eh bien, on ne pourra pas répondre à vos questions particulières dans vos circonstances personnelles. Parlez à votre médecin si vous avez des questions relativement à votre condition, incluant le ratio risque-avantage par rapport à toute forme de soins. Pour vous, l'information partagée par nos présentateurs est basée sur leur expérience clinique. Et on est très chanceux d'avoir des conférenciers ce soir. Et donc, on veut juste s'assurer que vous compreniez qu'ils ne pourront pas répondre à des questions personnelles par rapport à vos besoins personnels à vous. Donc voilà, je veux reconnaître que ce webinaire est rendu possible grâce à un appui de Dupré et AbbVie, et donc Ducré et AbbVie, qui nous aident beaucoup. On peut plonger dans des sujets qui sont très importants pour notre communauté. Et donc, c'est grâce à nos commanditaires AbbVie et Ducré, entre autres, que l'on peut faire ça. Donc, merci beaucoup. On va parler de traitement ce soir. Et nos commanditaires n'appuient pas des éléments de discussion qui ne font pas partie de la monographie traditionnelle en termes d'ordonnance ou de soins recommandés. Je voulais le dire simplement. Donc, on avait parlé un petit peu de notre organisation. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des membres de l'organisation. Pour ceux qui ne l'aident pas, si vous n'êtes pas membre de l'organisation, allez sur le site web et donc devenez membre. C'est gratuit et on vous maintient informé relativement au psoriasis, à la situation au Canada. Et on a du contenu seulement pour les membres et des bulletins d'information également. Vous serez les premiers à être informés d'événements comme celui-ci. D'accord? Et nous vous encourageons également à nous suivre sur les médias sociaux si vous ne l'avez pas fait. Comme je l'ai dit, on est très enthousiasmés parce qu'encore une fois, c'est une journée très importante pour notre communauté, pour conscientiser les gens, pour bien transmettre le message relativement aux besoins de notre collectivité, de notre communauté. Et il faut pouvoir se brancher aux gens. Je suis très excité de vous parler de toutes ces choses. Et pensez à vendredi, la journée mondiale de la psoriasis. Et nous allons avoir, avec la CPN, un rapport collaboratif avec d'autres organisations relativement aux besoins des gens qui vivent avec l'arthrite, le psoriasis au Canada. Le rapport aura des ressources pour les gens qui doivent faire face à ces questions d'accommodement lorsqu'il s'agit de considérer leurs besoins dans le milieu du travail. Et donc, on va vous faire un suivi là-dessus pour vous donner l'information pour le lancement des différents éléments pour la journée mondiale de la psoriasis. Donc, merci à tout le monde, tous ceux qui ont complété notre étude pour nous donner des éléments d'information pour le rapport. Donc, encore une fois, à partir de la communauté, on va vous dire ce que l'on peut faire aujourd'hui. On vous donnera des informations. On parlera de différentes ressources que vous voulez avoir. Cela étant dit, eh bien, je suis très enthousiasmé de donner la parole à nos conférenciers ce soir. Et je peux brièvement présenter les personnes. Mais avant de le faire, j'aimerais vous dire que ce soir, c'est un thème dont on entend beaucoup parler en termes de traitement et tout ça. La communauté nous soumet beaucoup de questions relativement au thème de ce soir. Les systèmes persistants.
lorsque c'est chronique, ça persiste, même lorsque le traitement va bien. Il y a des aires persistantes, là, si vous voulez, qu'il est difficile de traiter dans le corps. Et donc, des éléments plutôt physiques ou mentaux ou émotionnellement, c'est très épuisant ou mentalement, ça dépend où s'attaque le psoriasis au niveau du corps. Et c'est plus difficile d'en parler aussi également. Et donc, on sait que la psoriasis, bon, lorsqu'on est en clinique, on oublie de considérer certains éléments avec le médecin, l'infirmière. Ce soir, ce sera une opportunité de plonger dans certains sujets méconnus, des éléments spécialisés, si vous voulez, au niveau cutané, lorsque la peau souffre un peu de ces problèmes-là. On va démystifier des choses par rapport au traitement, si vous avez des préoccupations, par exemple, pour savoir comment se manifestent les symptômes. Et je vais vous donner l'occasion de poser des questions et d'entendre les experts pour qu'on puisse s'attaquer aux besoins courants. Bon, cela étant dit, je suis très enthousiasmé. Je vais donner la parole à nos orateurs et je vais vous les présenter ici. Il y aura du temps pour poser des questions à la fin, telles que mentionnées. Posez vos questions dans la boîte de dialogue, là, et puis on va s'assurer d'aborder le tout après la présentation. Et donc, Dr. O'Toole, qui est un dermatologue, le Skin Center for Dermatology. Je vais essayer de vous montrer le tout pour que les conférenciers puissent voir. Alors, dermatologue, donc, de Peterborough, en Ontario. Elle est une dermatologue. Elle cherche, travaille comme enquêteuse, si vous voulez. Elle fait ses recherches pour plusieurs essais. Elle enseigne également comme pédagogue à des résidents au Peterborough Health Center. Elle enseigne là-bas. Elle a reçu une maîtrise en sciences de la santé et de Ryerson University à Toronto. Et Dr. O'Toole a reçu son diplôme de médecin de Hamilton, l'université, et elle a complété une spécialisation à l'Université d'Ottawa. Elle est l'auteur de plus de 20 articles révisés par les pairs et elle est chercheuse pour 40 essais au moins sur le psoriasis et l'acné et d'autres troubles. Alors, on a tout un bel amalgame d'informations ici. Merci de votre rapport. Nous sommes très motivés. Je suis très enthousiasmé de vous présenter une autre co-présentatrice. Pardon, Becken. Voilà, c'est votre nom. Julie Becken, pardon. C'est une infirmière enregistrée qui travaille au Centre de dermatologie depuis 15 ans. Elle a beaucoup d'expérience en photothérapie, entre autres, un éventail de thérapies qu'elle connaît. Et là, c'est spécialisée en dermatologie et en plusieurs autres compétences pour accroître son niveau de compétence. Donc voilà, et j'ai très hâte d'écouter les présentations et d'entendre les questions. Donc voilà, je vais essayer de partager l'écran ici quelque peu. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde peut voir ça ici? Parfait. Super. Alors, merci pour cette belle présentation. Je suis Ashley O'Toole, docteur. Julie est à mes côtés et nous sommes très enthousiasmés de vous faire cette présentation. Il semble qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, ce qui est formidable. Merci beaucoup de passer du temps ce soir pour apprendre un peu au sujet du psoriasis. Merci aux différents participants. Merci au CPN, au Réseau canadien. Voici mes reconnaissances, mes remerciements, etc. Merci d'être là. Alors, dont on va parler aujourd'hui, un survol. Qu'est-ce que c'est que le psoriasis? Et puis, on va passer pas mal de temps à parler de plusieurs éléments. Traiter le psoriasis et comment on va considérer plusieurs choses. Bon. Le cuir chevelu, le visage, les ongles, la paume des mains, le dessous des pieds et les organes génitaux. On va faire un survol du psoriasis par rapport à ces sites-là sur le corps et la gestion des soins, la prise en charge et comment on peut travailler avec toute l'équipe de soins pour vraiment avoir un best-of, la meilleure expérience possible au niveau du psoriasis. Et voilà pour le survol, le psoriasis. Alors, cette maladie inflammatoire qui a un impact sur 4 % de la population s'est créée à cause d'une réponse immunitaire inappropriée. On parle d'une stimulation constante de la croissance de nouvelles cellules de la peau. C'est associé avec de l'inflammation aux articulations,
On parle d'arthrite également chez 30% des gens qui ont la psoriasis. On peut avoir des plaques, ça peut être sur le cuir chevelu, les jambes, le torse, les bras, les mains, les pieds, etc. Et donc, la maladie peut se présenter de différentes façons sur différentes zones du corps, sous les seins, à l'aine et ailleurs. Donc, un impact significatif sur la qualité de la vie, c'est créé par le psoriasis, bien sûr. Le psoriasis a été lié à de la dépression, de l'anxiété, de la perte de travail ou des difficultés à obtenir ou à maintenir un emploi, manque de sommeil, manque de concentration. Et nos patients nous en ont parlé abondamment en clinique. D'autres liens avec la psoriasis. Alors, ça peut, chez certains patients, s'associer de syndrome métabolique, diabète de type 2, cholestérol plus élevé, pression sanguine élevée, obésité, maladie du foie qui devient gonflé ou gras, arthrite psoriatique, maladie intestinale inflammatoire et d'autres maladies des yeux, maladies, par exemple, des reins. Et donc, voilà, il faut faire un bon survol de toutes les possibilités lorsqu'on fait l'examen. Des symptômes. Alors, il y a au niveau de la peau ce qu'on appelle des patchs, des grandes plaques, petites plaques, des rougeurs. Des fois, on voit que la peau s'épaissit. Donc, des plaques. Il y a des brûlures chez certains patients. C'est associé aux plaques, aux papules. On voit des enflures au niveau des pieds, au niveau des orteils, au niveau des articulations, décoloration, épaississement de la peau, etc. Il faut voir les patients pour voir quelle est leur situation. On regarde les ongles, par exemple, s'il y a des craquelures, etc. On demande, par exemple, aux patients d'enlever leurs souliers, etc. Les causes du psoriasis, donc c'est une question courante qu'on nous donne. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a plusieurs facteurs d'impliqués. C'est une maladie auto-immune chronique qui crée un amoncellement des cellules de la peau. Ça peut s'associer de médicaments, des infections bactériales, des problèmes au niveau de la gorge, streptocoque, prédisposition génétique. Il y a des éléments qui déclenchent le tout, c'est connu, mais ce n'est pas la seule cause. Le stress, le tabac, l'alcool, l'alcoolisme, se blesser, par exemple, des problèmes d'insolation graves ou des problèmes liés au froid, etc. Lorsque le froid est extrême et des conditions de sécheresse aiguë, problèmes liés à la météo. Lorsqu'on parle des patients, les membres de la famille qui posent ces questions, qu'est-ce qui crée le tout? J'ai jamais eu ça auparavant. Lorsque les gens posent la question, nous savons qu'il y a comme deux périodes principales. Là où le psoriasis peut surgir pour la première fois, c'est pas quelque chose... Bon, on n'est pas avec ça, mais ça surgit dans la vingtaine, la trentaine pour la première fois, ou dans la quarantaine ou cinquantaine. Et ce qui est important ici au niveau de la prédisposition génétique, 50% des patients ont des antécédents familiaux, que ce soit pour papa ou maman ou chez les grands-parents. Il y a des antécédents. Vous pouvez remonter dans votre histoire ancestrale et vous allez avoir des fois des antécédents dans la famille. C'est familial, des fois pas. Et donc, vous avez d'autres facteurs comme le stress, comme on a dit, qui peuvent être des éléments déclenchants. Et qu'est-ce qui déclenche? Bon, le tabagisme, l'alcool, etc. Tout à coup, il y a beaucoup de psoriasis qui se déclenche et on se rend compte que il y a différents éléments qui entrent en jeu. Même une blessure ou un traumatisme cutané. Et donc, comme Julie l'a mentionné également. Voilà un bon résumé ici de ce qui est possible. Et puis finalement, ça c'est quelque chose qui est un traitement. La base du traitement, c'est l'échelle du traitement. Alors, c'est peut-être des choses que vous avez utilisées auparavant ou votre médecin familial, votre dermatologue vous a parlé de ça, mais c'est bon d'avoir le tout bien situé sur une page. Alors, on parle de traitement topique d'abord, on commence là. Des stéroïdes topiques avec de la vitamine A, souvent. On donne ça au premier rendez-vous. Et donc, je dis toujours à mes patients, la vitamine D, c'est très naturel. Ça se compose de lumière du soleil. Et donc, c'est un élément solaire. Les compagnies ont créé une version topique de la vitamine D.
ce qui est très efficace. Pour le psoriasis, je dis à mes patients, c'est comme si on mettait de la lumière du soleil topique. Et il y a des facteurs inhibants, comme les inhibiteurs de calcinurine topique, ou des choses comme Elidel. Par exemple, c'est utilisé pour la dermatite, d'autres problèmes de peau. Et vous verrez un peu plus tard là. Donc, et l'industrie maintenant, pour le traitement de la psoriasis, opte pour des combinaisons de traitements. Donc, il y a maintenant de nouvelles combinaisons thérapeutiques qui ont été approuvées pour le psoriasis. Et donc, il y a une vitamine A topique, par exemple, combinée avec un stéroïde. Et donc, ça s'appelle Duobri. Duobri, c'est une nouvelle lotion. C'est accepté thérapeutiquement pour le psoriasis. Peut-être que vous ne connaissez pas ça. D'autres combinaisons, la vitamine D topique, encore une fois, et vous combinez le tout avec un stéroïde. Voilà donc des produits qui existent depuis pas mal plus longtemps. Donc, du gel, des onguents, etc. Voilà des exemples, des choses que l'on peut combiner thérapeutiquement. On sait que ces combinaisons thérapeutiques peuvent quelquefois fonctionner ensemble de façon synergétique et ça marche mieux pour certains patients. Et donc, une autre étape ici, dans cette échelle thérapeutique, c'est disponible dans certaines cliniques et on va passer du temps pour vous dire comment ça fonctionne. On appelle cela la photothérapie. La lumière topique du soleil peut aider. Donc, la photothérapie, c'est de la lumière du soleil, mais de qualité médicale. C'est comme aller se faire bronzer au salon de bronzage, mais c'est topique, c'est de qualité médicale. Donc, on parle du broadband, là, de la bande passante solaire, si vous voulez, et avec différentes gammes de lumière. Et donc, on a beaucoup de questions là-dessus par rapport à l'UVA, etc. Les patients n'ont pas entendu parler de ça pour le traitement du psoriasis. La photothérapie, c'est quoi? C'est des fois quelque chose que l'on trouve dans des cliniques dermatologiques. À Peterborough, on est chanceux. Nous pouvons compter sur quelques éléments de photothérapie, des unités photothérapeutiques. Et c'est disponible aussi quelquefois dans des hôpitaux plus grands. Et la plupart des hôpitaux, des cliniques, ça passe par l'assurance provinciale. C'est les soins garantis par la province. Mais d'autres centres privés offrent de la photothérapie, mais la couverture médicale dépend de l'assurance de tout un chacun. Lorsqu'un patient veut avoir de la photothérapie, ils peuvent avoir une exposition de tout le corps, ou même on a des unités qui peuvent être tout simplement saisies par la main, ou des unités mains, pieds, etc. Bon. Alors, on peut parler d'exposition complète dans tout le corps ou simplement pour la main. Disons que si quelqu'un veut cibler une section du corps, on peut tenir une unité dans ses mains et donc on a les unités pieds-mains aussi. Et donc, on met les pieds ou les mains dans une machine et on expose la main contre l'eczéma, etc., le psoriasis, etc. On a un traitement à la lumière ultraviolet. Et photothérapie. La photothérapie est prescrite seulement seule ou des fois, ça s'adjoint de psoralène, qui est un médicament. Et ça peut se faire par pilule ou... Bon, il y a des centres uniques là, qui offrent ça à l'hôpital. On n'offre pas ça dans la clinique de Peterborough. Je dis à mes patients qu'il s'agit d'un traitement très simple et facile. Lorsqu'ils démarrent, ils vont commencer à 50-60 secondes d'exposition à la photothérapie. Julie gère la machine à Peterborough. Elle a vu beaucoup de patients qui ont opté pour ça. À chaque visite, on augmente la quantité de temps d'exposition pour chaque patient, quelques minutes à la fois, puis graduellement, l'exposition mène à des résultats sécuritaires excellents. Ça marche mieux si le patient peut venir faire 2-3 visites par semaine. C'est juste pour quelques minutes à chaque fois. Donc, on peut être assez souple relativement à l'horaire personnel du client, de la cliente, après le travail, durant l'heure du midi, etc. C'est un traitement pas mal simple, encore une fois. On peut exposer toutes les régions affectées et certaines compagnies d'assurance vont pouvoir rembourser
pour ces unités de photothérapie. C'est très cher pour certains patients. On parle de 500 à 600 dollars pour une unité que l'on peut tenir dans la main, mais on parle de 5 000 à 10 000 dollars pour une unité sur pied, là, l'espèce de kiosque. Là. On a travaillé avec certaines compagnies d'assurance pour aider les personnes. Dans certains cas, il faut que ce soit pratique. Parce que si quelqu'un vit à 2 heures d'une clinique, ça ne marche pas. Donc, on peut opter pour l'achat. Et on a également des unités qui sont réusinées, si vous voulez. Et Solarc.com, c'est un site où vous pouvez aller vérifier s'ils n'ont pas des unités de seconde main qui ont été réusinées. Et à notre clinique, les gens n'utiliseront plus la machine. Nous disons que quelqu'un est décédé et avait une machine. Bon. Alors, on pourra dire aux patients, trouver ces choses-là, c'est formidable, de seconde main, mais en bonne condition. Les éléments topiques, on a parlé de ça, on a parlé un peu de la photothérapie, comment ça fonctionne. Et par la suite, on va parler des médicaments, des injections qu'on utilise pour les patients lorsqu'on a du psoriasis modéré ou plus grave, ou là où il n'y a pas eu de réponse aux éléments topiques. Donc, on n'est pas en mesure d'opter pour la photothérapie, par exemple. Voici des médicaments qui existent depuis un certain temps, 30, 50 ans. Ce sont des médicaments qui fonctionnent bien et ils ont été éprouvés. Il y a des effets secondaires chez certains de ces médicaments. Et donc, il faut se référer à un dermatologue il faut s'apprendre une formation additionnelle là, pour comprendre comment utiliser ça. Et on a de l'acitrétine ou soriatine également, qui est un autre nom de l'acitrétine. C'est par voie orale. C'est de la vitamine A qui peut topiquement avoir un impact. On l'a vu, ça peut être ingéré par voie orale. C'est une option assez sécuritaire. Et ça dépend de la vitesse de transformation cutanée pour la peau. Et donc, ça dépend des plaques sur les épaules, etc., qui peuvent ravager une certaine surface du corps. Là. Des fois, ça va vite. Et puis, l'acitrétine aide à normaliser pour empêcher que les choses s'aggravent trop rapidement au niveau de la peau. La méthotrexate, qui est un médicament ici au milieu, deuxième, c'est éprouvé comme médicament, c'est très efficace aussi. C'est une pilule aussi, comme l'acitrétine, mais c'est aussi disponible par injection une fois par semaine. Un médicament efficace, c'est utilisé également pour l'arthrite. Julie en a parlé, c'est très efficace. L'arthrite rhumatoïdale, par exemple, du psoriasis, etc. Si les gens connaissent ça. Et un autre élément, c'est la cyclosporine, un médicament oral, par voie orale, et donc également, c'est très efficace. Je pense que c'est un médicament qui donne les meilleurs résultats, les plus rapides. J'ai quelques patients où ils arrivent, ils ont un événement stressant, c'est classique, le patient classique. Et généralement, je pense à une jeune dame, la jeune femme qui se marie, elle est très stressée. Et son problème, c'est le psoriasis, et donc ça marche très bien. Et donc, bon, encore une fois, ça ne marche pas tout le temps comme médicament unique. Des fois, il faut opter pour un autre médicament aussi plus tard. Mais c'est comme un médicament de secours. Oui, parce que si vous avez besoin de quelque chose de rapide, c'est votre médicament. Oui, absolument. Et un autre élément ici en haut, on parle des éléments biologiques. Vous avez vu des publicités à la télé peut-être là-dessus. Ce sont des médicaments par voie d'injection. Souvent, ces médicaments... Disons que les patients doivent essayer les autres avant, puis quand ça ne marche pas, ils optent pour les éléments biologiques, les biologics en anglais. Et donc, il y en a 12 ou 17 qui sont en voie d'être prêts, là. Des médicaments qui peuvent être injectés, inoculés, si vous voulez. L'adalimumab, l'étanercept, l'ustekinumab, secukinab.
Numab, pardon. Et donc, c'est un anticorps. C'est ce que ça signifie, UMAB. C'est une injection qui aide à maîtriser, si vous voulez, une partie du système immunitaire qui est déclenché et qui crée du psoriasis. Et donc, l'idée est de créer une situation qui permet à toutes les autres choses de fonctionner normalement lorsque le système est suractivé. Bon, et ça déclenche du psoriasis. Il y a des médicaments par voie orale également, comme Apremilast. Donc, Apremilast, vous en avez entendu parler des fois, certainement. Donc, et voilà. Et pour revenir à l'élément systémique traditionnel, relativement à l'acitrétine, en fait, ça peut prendre quelques semaines avant de voir quelques améliorations relativement au psoriasis. On doit dire aux patients vraiment, essayez ça pendant 3 mois avant d'abandonner la thérapie. Prenez votre temps, laissez le soin aux médicaments d'agir. Et maintenant, quelques éléments ce soir. Certains sites spéciaux, on peut avoir du psoriasis, certains sites qui sont plus difficiles à traiter. Quoi faire là-dessus? Voilà. Une des aires les plus difficiles à traiter. Ça prend plusieurs traitements avant de bien faire les choses, finalement. Et c'est pas le plus facile à traiter, mais c'est très difficile, en fait. On a toujours un bon défi. Bien sûr, le cuir chevelu et les mains, de regarder les ongles. Ça, c'est très difficile, là. Il y a plusieurs éléments variants, des variants dans la présentation. Souvent, les patients vont être comme sur la photo. Ils ont des pustules. Et ils se disent qu'ils ont une infection fongique ou qu'ils ont contacté quelque chose. Donc, il faut toujours aller voir les antécédents, aller voir le récit du patient. Les éléments faciaux, c'est très complexe comme scénario chez certains patients, n'est-ce pas? Parce que c'est très humiliant. Les patients sont très... Ils ont fait de ça et ils sont très préoccupés de leur apparence. Et la plante des pieds, les orteils, le tibia et donc le cuir chevelu. On a 45 à 56 % des gens qui ont ce problème au niveau du cuir chevelu. Comme vous voyez dans la photo, on peut avoir une plaque qui s'épaissit et il y a un élément presque comme une écaille là. Des fois, c'est rose ou rosé, mais des fois, ça s'allie avec quelque chose qui ressemble à quelque chose qui n'est pas reconnu comme étant du psoriasis, n'est-ce pas? Des fois, c'est comme des pellicules. Et donc, des fois, c'est en partie arrière de la tête, la nuque, etc. Des fois, la présentation est différente sur le visage. C'est juste rose, léger, comme des patchs ou des macules. Et la participation au niveau du cuir chevelu, au niveau facial, ça crée beaucoup d'anxiété. Et bon, vraiment. Et il y a comme des flocons cutanés également qui créent des problèmes parce que on en a partout sur les vêtements et le fait que les gens sont toujours au courant de ça, qu'ils peuvent avoir des flocons de cuir chevelu un peu partout, ça les énerve et ça les rend anxieux. Il y a des lotions, des gels qui sont disponibles. Par exemple, des shampoings pour le psoriasis, des éléments sous ordonnance, également des shampoings sous ordonnance disponibles en tablette là, dans les pharmacies. Mais il y a également des agents systémiques ou biologiques que l'on peut prendre de façon orale ou par inoculation. Et donc, il y a plusieurs étapes pour empêcher le déclenchement de la psoriasis plus grave. Des fois, on peut utiliser un élément de stéroïde topique pour le visage, ce qui, si c'est plus fort, ce qui peut créer du glaucome, des effets secondaires plus graves. Donc, la peau peut également être plus mince, l'acné. Et donc, tout ça peut surgir et il faut considérer ça comme effet secondaire lorsque c'est topique. Les médicaments systémiques, il y a des options qui peuvent être, par exemple, la photothérapie, les stéroïdes intralésionnaux. On peut utiliser une injection, là. On inocule quelque chose plutôt que d'un élément topique. Et donc, des fois, on n'a pas une plaque isolée. Des fois, on a quelque chose seulement sur le cuir chevelu. Des fois, les gens ne sont pas motivés à prendre quelque chose vraiment comme une pilule qu'ils vont avaler. Donc, il y a des choses qui marchent bien. Il faut savoir quoi faire.
Il y a des médicaments systémiques. Et voici ce qu'on connaît souvent de l'acététrine, de la cyclosporine, de la méthotrexate et les éléments biologiques. Et voici un autre élément ici que j'aimerais mentionner, la photothérapie pour le cuir chevelu. C'est probablement une des aires les plus difficiles. La lumière ultraviolet, c'est difficile à pénétrer parce que il y a des hommes qui disent « Je vais me raser pour que ça fonctionne mieux en utilisant ma lumière. » là. Et oui, ça marche mieux, mais ce n'est pas idéal. Donc, quel est le traitement pour le cuir chevelu? Et il y a un élément, c'est un peigne à l'ultraviolet. Bon, c'est comme une brosse à l'ultraviolet qui envoie de la lumière par ultraviolet sur les différentes aires affectées. Et donc, surtout pour les aires du visage, par exemple, qui embarrassent les gens, qui les rendent vraiment soucieux de leur apparence, etc. Et donc, ça, c'est un autre traitement possible. Le psoriasis facial, encore une fois, 50% des gens qui ont du psoriasis l'auront au niveau facial. Et des fois, il y a une couleur rougeâtre, rouge, rose, il y a des éléments scalaires qui peuvent créer des démangeaisons. Johnny peut-être aimerait rajouter quelque chose là-dessus. Les patients souvent disent qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de démangeaisons liées au psoriasis. Des fois, l'eczéma, oui, ça peut picoter, démanger beaucoup, mais sur le visage, le problème, ce n'est pas la démangeaison, c'est l'apparence qui vraiment encourage les gens à se faire traiter. Donc, le premier erreur que les gens voient, c'est que c'est très embarrassant. Les gens ont honte, les patients sont vraiment fâchés, ils veulent un traitement immédiat. Et donc, on voit un petit peu, au niveau émotionnel et social, un prix à payer. L'impact est très élevé pour le psoriasis facial. Donc, pour les patients qui ont le psoriasis facial, certains médicaments sont plus faciles à obtenir, dépendamment de ce qui est impliqué comme aire affectée. Et on a l'appui de certaines compagnies qui travaillent avec notre clinique, qui appuient d'autres cliniques. Et donc, on peut ordonner certains médicaments plus facilement. L'idée, c'est d'essayer d'éliminer les obstacles quant à l'accès à certains traitements ou certains médicaments. On essaie de travailler avec certaines compagnies. Les traitements du psoriasis facial, c'est limité encore à cause de la nature sensible des tissus. Souvent, on va, Joe comme l'a dit, on va prescrire quelque chose qui est un élément anti-inflammatoire non stéroïdique. Et donc, il y a la photothérapie. Également, on peut utiliser des agents nettoyants doux, ce genre de thérapie, des anti-inflammatoires, comme je l'ai dit, et des ordonnances d'éléments topiques légers ou des éléments biologiques ou topiques, des agents. Donc, voilà. Et je vais donc maintenant vous parler du psoriasis des ongles. Comment ça arrive, ça? Des fois, les patients ne savent même pas qu'ils en ont. Et lorsqu'on voit des patients et qu'on veut essayer de savoir c'est quoi le diagnostic, on examine les ongles et là, on voit ce genre de composantes clés. Et ça vous aide à déterminer ce diagnostic. 50% des gens qui ont du psoriasis ont, voilà ce qui se passe au niveau interne des ongles. Il y a peut-être juste un ongle qui est affecté ou tous les doigts, tous les orteils, par exemple, peuvent être infectés ou impactés. Le psoriasis au niveau des ongles, si c'est grave, ça peut être un indicateur qu'on souffre, par exemple, de rhumatisme psoriasique. Et donc, au niveau du doigt, on voit qu'un ongle est souvent affecté. Et là, il y a un problème de rhumatisme psoriasique au niveau des articulations. Donc, il faut bien chercher le meilleur traitement si ça arrive. Cette photo vous montre un élément clé, un indicateur clé qu'il y a psoriasis au niveau de l'ongle. Et l'ongle peut être brune, brunâtre, décoloré ou jaune. On parle de la tache d'huile. Il y a quelque chose de graisseux sous l'ongle, selon ce que dit la littérature médicale. Et des fois, on voit des petites excavations. Regardez de près. Il y a comme des petites rainures ou des petits picots sur l'ongle. Et là, c'est ce qu'on découvre sur l'ongle de façon classique. Ça peut se séparer au niveau de l'ongle par rapport au début de la peau. Et c'est intéressant parce que les patients, souvent, sont traités par leur médecin de famille, traités pour une infection fongique. Et ça, c'est un des éléments les plus mal diagnostiqués.
Et donc, on pense que c'est des champignons aux ongles, mais c'est pas ça. C'est du psoriasis. Des fois, les gens vont bouger leurs ongles et donc, socialement, c'est très embarrassant pour les patients parce qu'on gesticule souvent, donc ils veulent cacher leurs mains. Et donc, encore une fois, les gens vont éviter certains emplois comme caissier, etc. Ils veulent éviter qu'on leur pose des questions comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu caches les mains? » etc. Le traitement du psoriasis aux ongles, c'est très difficile. On l'a dit, des fois, on utilise un stéroïde topique très puissant, une combinaison d'un agent qui a très... c'est autour de l'ongle. La plaque de l'ongle, on parle de la peau, et ça fonctionne bien s'il y a une occlusion. On peut utiliser un bandage. C'est la façon la meilleure au niveau topique de faire un traitement, mais d'habitude, on doit faire quelque chose comme une injection. On doit intervenir de façon intra. Et des fois, les gens optent pour des agents biologiques ou par voie orale. On peut utiliser une aiguille pour inoculer l'élément stéroïdique, n'est-ce pas? Et lorsqu'on trouve la matrice de l'ongle, et c'est très, très douloureux, certains patients veulent relever le défi, ça marche pour eux. Et ça marche comme un charme. Mais plus de la moitié des gens disent « je ne ferai plus jamais ça de ma vie ». Ce n'est pas une bonne option à vie, à long terme, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui peut être utilisé dans plusieurs cas. Si on opte pour la thérapie orale ou des éléments biologiques, etc. Bon, il y a des cas difficiles. Et finalement, les paumes de la main et la plante des pieds. On parle de 12 à 16 % des patients. C'est moins fréquent pour ces patients qui ont du psoriasis. Ils ont des problèmes aux mains et aux pieds. Par exemple, on a des craquelures. Ça peut être des pustules aussi, pas juste rouges ou rosées. Alors, on voit ça un peu là, comme des éléments fissurés ou épaissis au niveau cutané, des craques, des éléments pustulaires. Et donc, il faut vraiment vérifier les aires communes où arrive le psoriasis, par exemple, les genoux, les coudes, etc. Et donc, les mains d'une personne sont affectées certainement, n'est-ce pas? Perte de mobilité, douleur à cause du psoriasis qui défigure à quelque part, mais pas. Et il y a un gros impact sur la qualité de la vie, c'est certain. Vous voulez traiter le tout, n'est-ce pas? En tant que fournisseur de soins, lorsqu'on donne une ordonnance, on veut savoir comment les effets topiques vont fonctionner. Cela aura un impact sur les mains. Comment vont se sentir les patients s'ils prennent ça? Certains éléments topiques, certains agents sont meilleurs que d'autres, peut-être. Dans ce cas-ci, on parle d'une aire excellente qui répond très bien à la photothérapie. Et nous avons une photo plus tôt d'une main, etc. C'est différent chez les patients. Donc, encore une fois, on peut cibler le traitement pour leurs mains, leurs pieds, les stéroïdes topiques et les éléments topiques non stéroïdes. Par exemple, ça peut être efficace ici. Souvent, les patients sont préoccupés. On parle de l'utilisation d'un élément stéroïde puissant sur la peau de la main, des pieds. Et ils sont préoccupés. C'est risqué parce qu'on va traiter des aires plus minces et plus sensibles. Mais il y a quand même des endroits très épais sur la main et les pieds. Donc, on peut utiliser des stéroïdes puissants pour ces aires-là. Plusieurs patients préfèrent prendre des agents biologiques ou préfèrent opter pour un élément par voie orale. Et donc, beaucoup de compagnies de médicaments, comme on l'a dit, connaissent quels sont les impacts sur la qualité de la vie des patients et comment ça affecte un patient. Et donc, ils veulent améliorer les choses pour faciliter la vie des gens qui prennent ces médicaments. Donc, et maintenant, les organes génitaux. On y a fait allusion un peu, et donc, à quel point c'est un impact immense de les gens qui souffrent de psoriasis au niveau des organes génitaux. C'est plus courant qu'on pense. Jusqu'à 66 % des gens même. Chez les gens qui ont le psoriasis, 2 personnes sur 3 ont des impacts au niveau des de l'aine, au niveau des fesses, au niveau des organes génitaux. Et donc, c'est un cas où vous ne saurez jamais, à moins de demander, de chercher à voir cela. Il y a une dame qui est venue me voir aujourd'hui même
et qui avait des problèmes aux jambes. Et j'essaie de voir quels étaient les différents médicaments qu'elle avait utilisés parce qu'elle avait une éruption. J'ai vu la lettre de son médecin. On lui avait donné un élément antifongique. Et je me suis dit, c'est pourquoi ça? À cause des éruptions cutanées sur les jambes? Non, 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 non. Elle a dit qu'elle utilisait ça dans sa partie génitale. Ses parties génitales, elle souffrait d'une infection fongique. Il n'y a rien qui était disparu. Elle a dit qu'elle avait essayé plein de choses. Et j'ai dit, puis-je voir? Et c'était classique. Psoriasis inversée ici pour cette aire-là. Si je n'avais pas regardé, si je n'avais pas révisé les médicaments qu'elle avait pris, bon, ça aurait été non traité. Là. Elle a commencé à pleurer. Et elle a dit finalement, j'ai une réponse. Elle était embarrassée. Elle avait finalement sa réponse. Elle savait de quoi il s'agissait finalement. En tant que fournisseur de soins, nous devons poser ces questions. On doit poser des questions aux patients, aux membres de la famille. Il faut que les gens se sentent plus à l'aise. Il faut leur faire comprendre qu'il y a des options de traitement et on n'est plus que prêt à écouter et à regarder ça de près. Ça a un impact sur les patients, mais bien sûr, ça a un impact sur les relations interpersonnelles. Et donc, les relations intimes, beaucoup de patients n'ont pas de relations intimes à cause de ça. Il y a des traitements qui existent. Le tissu génital est tellement doux et sensible. Et donc, à cause de ça, il y a beaucoup d'options sécuritaires pour traiter le tout malgré tout. Mais il y a des considérations spéciales ici. Il y a des éléments topiques sécuritaires, on le sait. On utilise les stéroïdes topiques, des inhibiteurs également qui n'ont pas de stéroïdes. C'est pas mal, c'est sûr ça, certain. Et il y a des agents biologiques qui sont disponibles également. Donc, on a d'autres traitements qui impliquent des éléments topiques oraux ou biologiques. Voilà. Et la prise en charge, la gestion des soins, littéralement, tous les sites sont spéciaux. C'est très important lorsqu'on décide des options de traitement. Donc, on a différentes modalités à considérer pour le traitement. Si vous considérez à quel point l'élément topique, ça va être facile à appliquer. Par exemple, si vous avez un patient âgé qui ne peut pas se toucher le dos. On se pose la question alors. Est-ce qu'on a un problème quant aux médicaments que l'on entrevoit d'utiliser? Peut-être qu'il pourrait y avoir un problème de fidélisation éventuellement. C'est peut-être un bon médicament, mais le patient ne pourra pas être fidèle au traitement. Donc, il faut poser des questions. Il faut poser des questions par rapport aux assurances également, car cela va nous diriger dans notre processus de réflexion pour trouver le bon médicament. Qu'il y ait ou non de l'accessibilité à de l'assurance pour rembourser les frais des médicaments. Alors, il y a des patients qui n'ont pas d'assurance médicaments. Il y a des gens qui vivent trop loin, ne peuvent pas avoir accès à la photothérapie. Donc, il y a des gens qui sont plus ou moins motivés, d'autres très motivés pas, ça dépend. Et bien sûr, il faut penser aux options qui sont possibles pour quelqu'un qui n'habite pas très loin. La puissance des médicaments également, surtout pour les aires sensibles, le visage, la peau, les replis de la peau, n'est-ce pas? Sous les bras, sous les seins, au niveau de l'aine, au niveau des organes génitaux, entre les parties du fessier, le visage. Il faut toujours se poser la question. Il faut penser aux aires particulières et aux effets secondaires par rapport à certaines zones du corps. La comorbidité. Les comorbidités. Alors, est-ce qu'il y a des comorbidités plus élevées chez certains patients qui ont du psoriasis? Oui, des fois, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'obésité, des problèmes de dépression, de diabète accompagnent le psoriasis. Et donc, avec une maladie inflammatoire, souvent, il y a d'autres maladies inflammatoires qui sont là aussi. Il faut poser la question aux patients. Avez-vous des problèmes intestinaux? Avez-vous des problèmes oculaires? C'est très important de revoir les antécédents au complet du patient. Il faut savoir bien travailler avec le patient. Il faut bien travailler avec les premières lignes de soins. Si vous avez un patient qui doit appliquer quelque chose plusieurs fois par jour. Pensez à ce patient spécifiquement. Il y a des gens qui sont trop occupés. Il y a des gens qui ne vont pas se mettre une crème 2 fois par jour, un onguent 2 fois par jour. Il faut être réaliste quant à la fidélisation. Est-ce que les patients vont pouvoir, dans leur vie à eux spécifiquement, utiliser un onguent 2 fois par jour, un médicament, etc. Considérez cela, l'adhérence ou la fidélisation, c'est très important relativement à vos patients. On va considérer certaines régions pour
la couverture médicale, les assurances. Certains médicaments vont considérer ça. Certaines compagnies d'assurance vont concevoir certains médicaments. Il y a des médicaments qui sont plus chers, etc. Et donc, ça dépend des compagnies d'assurance. Des fois, au niveau des organes génitaux, au niveau du visage, les compagnies d'assurance vont peut-être intervenir d'une façon différente selon les impacts sur la qualité de vie. Travaillez avec votre équipe de soins. Absolument. Nous voulons toujours créer une relation ouverte et honnête auprès de nos patients, mais c'est très important pour les patients également de pouvoir bien se sentir. Ils doivent sentir qu'on est ouvert, qu'ils peuvent poser toutes questions, qu'ils peuvent nous montrer toutes choses. Une liste de médicaments, c'est très important. Il faut amener ça. Des fois, le médecin généraliste va dire aux patients éventuels, amène-moi toute la liste de médicaments. On veut savoir qu'est-ce qu'ils prennent comme médicaments, ce qu'ils ont essayé. On ne veut pas vous donner un médicament que vous avez déjà essayé, puis ça n'a pas marché. Encore une fois, il y a une question de coût aussi du médicament. Amène tous tes médicaments. C'est ce que doit dire le médecin. Soyez prêts à discuter des éléments de comorbidité possibles. Il y a certains sujets qui sont difficiles à discuter auprès de certains patients. Ayez une discussion ouverte avec le patient. Si le patient souffre d'obésité, vous savez, il faut travailler ensemble, car ces questions sont très importantes. Il faut en parler. Encore une fois, cela peut créer une réponse inflammatoire et un effet domino en cascade. Et certains patients ont besoin de plus d'assistance. Si vous avez un patient, une patiente qui opte pour un élément biologique, systémique, souvent, ils vont avoir des tests. Il faut vérifier tout. Pour la tuberculose, au niveau des poumons, y a-t-il pas autre chose, etc. Donc, des rayons X au niveau de la poitrine, des tests tuberculose. Il faut considérer s'il n'y a pas des enzymes plus élevées au niveau du foie, le système sanguin, etc. Ça dépend d'un homme ou d'une femme, il faut faire un dépistage. Car certains patients ont besoin d'être testés davantage. Encore une fois, ça va dépendre, bien sûr, du médicament à prendre, mais il faut aller plus avant dans l'enquête médicale et discuter de vos objectifs pour le traitement. Encore une fois, c'est très important en tant que patient, en tant que personne qui donnait des soins, parler aux fournisseurs de soins. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous êtes un conducteur de camion, un chauffeur de camion, puis vous n'êtes jamais chez vous, vous êtes tout le temps sur la route? C'est une situation différente, vous devez en parler. C'est quoi vos objectifs pour vous? Je dis aux patients, c'est merveilleux, écris-moi tes buts pour aujourd'hui. Aujourd'hui, écris-moi tes buts. C'est ce que je dis aux patients. Et là, il faut écouter, il faut être à l'écoute, et c'est comme ça qu'on trouve le meilleur traitement. Un plan de traitement, ça c'est bon par rapport à vos objectifs à vous. Au niveau clinique, ça c'est très important. Et je dirais, moi, que dans la plupart des cas, pour les patients qui essentiellement ont tout type de psoriasis, que ce soit léger ou pas, que ce soit des taches au niveau des coudes ou des genoux, ou que ce soit plus important, 10 ou 15% de la surface cutanée. Bon, peu importe. C'est jamais une seule visite unique, puis c'est fini. Non. Ça prend une relation, ça prend du temps, il faut se rencontrer plusieurs fois. Il y a une fréquence de traitement et il faut considérer les différentes étapes de l'échelle thérapeutique. Un premier rendez-vous, des fois, ça semble quelque chose de trop fatigant, mais parce qu'on n'a pas parlé d'autant de sujets ou de terminologie médicale et ça peut être un peu émouvant pour le patient, la patiente. Mais pensez que c'est une relation qui va grandir et c'est le début d'une relation thérapeutique. Et c'est pas une relation à sens unique, c'est encore une fois à deux sens, ça va dans les deux sens. Une relation avec entre le médecin, la personne soignée, les membres de la famille, pas juste le médecin mais l'infirmière, etc. Posez la question, quels sont les buts pour le traitement chez le patient. Si vous ne posez pas cela, ça ne marchera pas. Alors, écrivez cela. Si vous allez voir un dermatologue ou un spécialiste de la peau quelconque, il faut avoir cela à l'esprit. Et je le dis à tous mes patients, c'est très important de comprendre que lorsque vous allez dans la clinique en tant que fournisseur, on ne s'attend pas à ce que vous connaissiez toutes les options de traitement. On ne s'attend pas, absolument pas, à ce que, au final, vous preniez une décision. Après 5 minutes, c'est très difficile. Souvent, les patients sont prêts. Ils écoutent ce que l'on dit, puis ils courent avec le ballon lorsqu'on leur donne.
Mais c'est OK si ça prend des visites, si ça prend plusieurs fois. J'ai rencontré plusieurs clients ces 15 dernières années. Je les ai traités pendant des années. Je pense à certains patients qui ont commencé par de la photothérapie et ça a pris des années. Ils avaient peur au début de prendre tout autre médicament par voie orale ou par inoculation. Bon, ça prend du temps pour bâtir une relation, développer, cultiver une relation avec un fournisseur de soins. C'est OK si vous êtes nerveux. D'accord, vous n'êtes pas obligé de prendre une décision après le premier rendez-vous. C'est pas comme ça que ça marche. On est très heureux de vous voir plusieurs fois même. Pas de problème. Nous tous, nous préférons se voir plusieurs fois plutôt que de remplir à la va-vite une ordonnance, puis on ne sait même pas si la personne va être fidèle au traitement. Il faut être sur la même longueur d'onde, il faut prendre le temps. C'est un diagnostic énorme. Il y a beaucoup d'options de traitement et c'est quelque chose d'accablant un peu et les gens se sentent un peu inondés d'informations, donc il faut prendre le temps. Voilà. Des questions. C'est la fin, donc, de notre conversation initiale, mais la conversation se poursuit. On peut considérer vos questions. Notre boîte de dialogue est ouverte et on reçoit des questions de la part du public. Sentez-vous bien à l'aise de poser vos questions. Merci. Incroyable. Merci. Merci tellement. Merci énormément. Il y a tellement d'informations qui peuvent être présentées en si peu de temps. C'est incroyable. Quel beau travail vous avez fait. Vous nous avez résumé le tout avec de vrais exemples parce que vous voyez de vrais patients de chair et d'eau tous les jours. Et donc, on a eu beaucoup de questions ici. C'est formidable. J'espère qu'on va passer ça en revue. Je veux remercier tout le monde. Merci pour votre patience. Donc, vous avez conclu sur une note intéressante. C'est formidable de vous entendre toutes deux. Encourager les gens à poser des questions. Vous l'avez dit, c'est important. Vous aidez les gens à se sentir à l'aise, à parler de ce qui ne les rend pas à l'aise. Parce que souvent, les gens disent que c'est une maladie chronique, ça prend du temps à trouver vraiment qu'est-ce qui va marcher pour vous. Mais ça peut changer, n'est-ce pas? Donc, vous encouragez les gens à parler. Vous l'avez dit, il faut rappeler aux gens cela. C'est comme une relation, non pas à sens unique, mais qui va dans les deux sens. Et on va plonger dans les questions et puis on va voir surgir d'autres thèmes alors qu'on va passer tout ça en revue. Une question, et moi je veux procéder de façon ordonnée. La photothérapie. Voici une question qui est souvent posée, et c'est une option, souvent chez plusieurs personnes. Une question qui a été posée. Y a-t-il des risques à long terme? Pouvez-vous parler un peu des risques à long terme en ce qui a trait au cancer de la peau? Est-ce qu'il y a un risque lié à la photothérapie, risque de cancer? Selon ma formation, ce que je vous dirais, c'est que j'ai eu ma formation à Ottawa, vous l'avez dit plus tôt, et c'était une clinique ou un centre de photothérapie immense, et il y avait toutes ces choses dont j'ai parlé à Ottawa, la lumière ultraviolet, la bande étroite, et les comprimés que vous prenez avant, les éléments par voie orale, etc. Plusieurs options qui étaient disponibles à cette clinique. Et les rayons ultraviolet, c'est ce qui est plus risqué, je pense. 300 traitements, des fois, chez certains patients, c'est beaucoup, n'est-ce pas? Mais ça, c'est plus à risque. Bien sûr, pour contracter le cancer de la peau, par exemple, ou le photovieillissement. Non, les rayons UVA. Et donc, bon, maintenant, pour le narrow band, la bande étroite, comme on dit, on leur dit aux patients. Les gens vont arrêter des fois la photothérapie ou vont opter pour ce qu'on appelle de la maintenance. Plutôt que de venir 3 fois par semaine, ils vont venir une fois par semaine. Donc, on limite leur exposition aux rayons. Et donc, souvent, les gens vont se recouvrir le visage. S'ils ne traitent pas le visage pour un problème de psoriasis faciale, eh bien, ils vont recouvrir leur visage pour éviter des risques. Mais théoriquement, il y a des risques, même s'il n'y en a pas beaucoup. Bon. Et l'autre question a trait à la photothérapie également. Pouvez-vous aborder la question suivante? Quelle est la différence entre la photothérapie et, en fait, dans les hôpitaux? Pour les gens qui achètent des éléments de photothérapie pour leur maison, leur résidence, là, par opposition à la photothérapie qui existe dans les hôpitaux. Maintenant, la fréquence aussi. Plusieurs fois ou très peu de fois, beaucoup de fois. La photothérapie dans les hôpitaux, quelle est la différence entre ça et les unités de photothérapie que l'on peut utiliser à la maison? Le coût, d'abord, numéro 1. Les unités dans les hôpitaux, dans les cliniques d'hôpital.
On parle de 200 000 pour les unités dans les hôpitaux. C'est très lourd, hyper cher. Aucune compagnie d'assurance ne va payer pour défrayer ce coût-là. Et il y a une maintenance régulière de ces appareils. Les unités résidentielles, si vous voulez, pour monsieur et madame tout le monde, sont moins chères. Et on parle surtout de broadband, donc une bande large, fréquence large. Donc, le dépliant qu'on donne aux patients, on les redirige vers Solark. Solark, qui est un site web, on peut apprendre davantage sur les différentes sortes, mais c'est surtout de l'UVA et de l'UVB, comme rayons UVA et UVB. Notre clinique n'utilise que les rayons UVB. Nous, c'est UVB à spectre étroit, n'est-ce pas? De 311 à 313 nanomètres, je pense. En fait, c'est ce qui est le plus efficace, 311 à 313 pour les maladies inflammatoires. Absolument. Ces unités que l'on peut acheter pour la maison, il y a un rôle pour ça. C'est bon. Et ça devient de plus en plus sécuritaire, n'est-ce pas? Ça évolue en la matière. J'aimerais mentionner rapidement que nous avons de l'information sur la photothérapie sur notre site web. Et on rajoute de l'information là-dessus. Donc, c'est une source d'information valable sur notre site web. Également, c'est disponible. Et le CPN opte pour de l'accès à de la photothérapie résidentielle, que ce soit couvert par les programmes de santé de l'Ontario, etc. Et il y a l'entité de révision qui a examiné le spectre étroit en photothérapie, a dit que c'était valable. Et donc, le gouvernement de l'Ontario pourrait rembourser ça. En tout cas, on continue à faire la défense des intérêts de ceux qui veulent opter pour la photothérapie résidentielle parce que aller dans une clinique, c'est pas quelque chose qui est une bonne solution pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent loin, etc. C'est pas la meilleure solution. Donc, la photothérapie résidentielle, c'est bon. Vous pouvez utiliser la lumière du soleil également. Certains de nos patients n'ont pas accès à cela. Vous pouvez utiliser la lumière du soleil naturelle. Pas plus de 10 minutes. Limitez ça. Limitez l'exposition solaire naturelle, bien sûr, mais vous pouvez vous recouvrir certaines parties de votre corps, bien sûr, mais c'est une option. On parle de la même application en termes de gens qui ont du psoriasis, les mêmes instructions en termes d'application? Oui, absolument. Pour les écrans solaires. Voilà. Et maintenant, une question pour le mix du système oral. Excusez-moi, c'est topique, pardon. Combien de jours pour astéroïde topique? Pendant combien de jours il faut essayer ça avant d'opter pour quelque chose d'autre? Bien sûr, on sait que les gens sont différents, néanmoins. Bon, chaque personne est différente, mais topiquement, on veut essayer ça pendant quelques mois, au moins. Pendant 3 ou 4 mois, on utilise ça pour certains de nos patients avant de voir comment les choses vont au niveau topique. Donc, il y a des gens qui vont répondre très rapidement. On a des patients qui nous ont dit « J'ai utilisé un élément topique, puis quelques jours, puis finalement, la plaque a disparu. » Il y a une réponse très rapide avec des éléments topiques chez certains patients. Chez d'autres, non. C'est très différent. Ça dépend des aires du corps qui vont répondre de façon différente, bien sûr. Étant donné la quantité de plaques et l'épaisseur de la plaque surtout, ça peut varier lorsqu'on utilise un onguent topique. Donc, généralement, on parle de 3 mois avant que l'on puisse prendre une décision pour savoir si c'est efficace ou pas. Et avant de continuer, 3 mois. Et certains agents peuvent irriter davantage, surtout au début lorsque vous commencez le traitement. Pour certaines aires du corps sensible, on dit aux patients, n'abandonnez pas le traitement. Ça vous irrite parce que la peau est très sensible au départ. D'entrée de jeu, c'est normal et on les pousse à aller plus loin. On les aide à tolérer cela davantage. Mettez le médicament au frigo, etc. Ce genre de choses. Et puis, on réévalue la situation 3 mois après. Merci beaucoup. Encore une fois, je veux répéter que c'est tellement facile d'abandonner lorsqu'on pense que ça ne marche pas, surtout lorsqu'il y a une maladie chronique. Donc, merci encore une fois pour soulever ces éléments. Il y a l'importance d'avoir cette relation avec votre équipe médicale. Donc, si vous êtes préoccupé, bon, c'est un suivi, un appel de suivi qui peut être fait, qui peut encourager les gens tout simplement. Eh bien, voilà une question qui n'est pas reliée peut-être au sujet. Hors sujet? Étant donné que le sujet est ici, bon, on peut partager de l'information là-dessus après si vous voulez, mais des commentaires sur le psoriasis et le vaccin contre la COVID. Bon.
Je vous laisse élaborer là-dessus. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, sur la COVID, les vaccins contre la COVID, quel sujet énorme. Oui. Vous savez quoi? Presque toutes les visites qu'on a eues, on en parle du COVID, oui. Pour toutes les consultations en général, on recommande le vaccin à tout le monde. Tous les patients qui souffrent de psoriasis, tous les patients qui ont tous les médicaments dont on a parlé aujourd'hui. Donc, prendre ces médicaments-là, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre le vaccin du tout. Dans certains cas, on disait aux patients qu'ils devraient... Bon, il y a la méthotrexate et la cyclosporine, etc. Des fois, on va attendre d'en prendre une semaine après le vaccin, mais selon certaines données probantes, on dit qu'il n'y a pas besoin d'attendre par rapport au vaccin. Donc, ces médicaments font partie de la liste aussi qui surgit du gouvernement de l'Ontario. Donc, les gens parlent d'avoir troisième dose de vaccin. Donc, on a donné des formulaires aux patients afin qu'ils puissent aller vers la clinique de vaccination. Mais tout ça est facile puisque il y a eu beaucoup de sites de vaccination où les gens peuvent amener leur bouteille avec leurs médicaments dessus, votre nom est dessus, puis voilà. Et on va donner le vaccin facilement dans ces cliniques. Donc, on a recommandé ça pour nos patients, oui, absolument. Et le vaccin contre la grippe, à chaque année, bien sûr, on recommande ça. Vaccin contre la grippe. Merci. Et nous, encore une fois, si c'est utile pour les gens, sur notre site Web, nous allons avoir une mise à jour de la section sur la COVID sur le site Web. Donc, différentes provinces ont donné de l'information relativement aux troisième inoculation du vaccin pour certaines populations, troisième dose. Cette information publique, nous, on maintient notre site Web à jour là-dessus. C'est un autre sujet de webinaire, n'est-ce pas? On devrait éventuellement en parler comme suivi et avoir peut-être un suivi là-dessus par rapport aux dernières séances qu'on a eues là-dessus sur ce sujet. Excellente question, donc. Voilà, donc, si je considère ces questions, un autre élément, une autre question qu'on nous pose souvent, c'est ce qui a trait au régime et au psoriasis. Régime alimentaire. Bon, je vais poser la question parce que lorsqu'on parlait de l'événement, beaucoup de gens nous ont posé la question lors de la préparation. On a tout un webinaire là-dessus sur le sujet. C'est tout récent, c'est depuis l'an dernier. Et nous savons qu'il n'y a pas de choses qui peuvent guérir le psoriasis. Malheureusement, on aimerait qu'il y ait quelque chose. Mais tous les commentaires par rapport au régime alimentaire, vous avez travaillé avec vos patients, vos patientes. Comment vous appuyez les patients, vos patients par rapport au régime alimentaire? Alors, j'encouragerais absolument les gens, tout le monde, mais surtout les gens qui ont une maladie inflammatoire à avoir un style de vie très santé. Le régime alimentaire est hyper important. Et on vous recommande simplement de limiter le sucre. Tout ce qui est le sucre, les aliments sucrés, régime hautement protéiné, donc à faible hydrate de carbone, pour avoir un poids santé. Éliminer l'obésité, car l'obésité et le psoriasis, c'est souvent quelque chose qui arrive en même temps. Nous voulons promouvoir pour tous nos patients, surtout pour ceux qui souffrent de maladies inflammatoires, un mode de vie santé. Alors, il y a certains médicaments, certains aliments qui devraient être inflammatoires selon certaines théories. On s'intéresse beaucoup à ça, aux aliments inflammatoires. Il y a certaines données probantes qui surgissent par rapport à certaines conditions inflammatoires. On parle du régime alimentaire ou la diète anti-inflammatoire. On en parle beaucoup. Il y a également Super-T Hydrogenata qui a été bien étudié également. C'est hautement recommandé. J'ai vu des patients qui ont bien répondu à ça. C'est rien de bizarre. Certains aliments peuvent accroître l'inflammation dans le corps. Il faut éviter ces aliments. Éliminer ou éviter les aliments qui augmentent l'inflammation. Manger santé, comme on vient de le dire. Des gras santé, protéines élevées, éliminer les aliments transformés ou trop trop sucrés, etc. Bon. Il n'y a pas de formule magique, mais
ça a tendance à ressembler à ça. Optez pour un régime santé. Vous pouvez acheter des livres de cuisine à inflammation basse. Les livres de cuisine pour ceux qui souffrent d'inflammation. Donc, pour l'inflammation basse, là, c'est bon, ça. C'est une option, les livres de cuisine pour baisser l'inflammation. Merci. On va continuer à parler de ce sujet parce que c'est hyper important. On va toujours en parler. Certainement, on aura des mises à jour là-dessus sur ce sujet. Beaucoup de patients vont poser la question. Peut-être, moi, j'aimerais dire ne manger aucun sucre et le psoriasis va disparaître. J'aimerais que ce soit la réponse. On a beaucoup de patientes qui disent si j'arrête de manger ça, j'arrête de manger tel aliment, des aliments citronnés, etc. On va éliminer l'inflammation. Non, j'aimerais leur dire que oui, c'est comme ça, mais malheureusement, certains régimes alimentaires là ne sont pas magiques en ce sens-là. Il n'y a pas d'éléments guérissants par rapport au psoriasis. On peut pas dire aux gens, si tu arrêtes de manger des tomates, tu n'auras plus jamais de psoriasis. C'est pas aussi automatique que ça, c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Merci pour votre point de vue. Encore une fois, si les participants n'ont pas regardé le vidéo sur le thème du psoriasis de l'an dernier et le régime alimentaire, on était allé plus en profondeur. On avait sondé la question plus avant. Et donc, on va continuer à faire des recherches là-dessus. On va continuer à apprendre chemin faisant. Et voilà, un sujet. Un sujet spécifique à l'ère des organes génitaux, vitamine D atopique. Est-ce que ça peut être appliqué sur le labia minora, pas dans le canal vaginal? On parle des lèvres là, vaginales. Bon, pour certains éléments topiques, qu'est-ce que vous en pensez? La personne posait cette question une fois. Vitamine topique, DA. La vitamine D, ça s'appelle de la calcium. Celcus, c'est le nom de la marque. C'est très sécuritaire parce que il n'y a pas de stéroïdes. Il n'y a pas de risque, donc, d'amincir la peau. C'est une aire tellement sensible de la peau. Chez certaines patientes, c'est irritant. Et donc, je les avertis. Mais ça peut bien fonctionner. Il y avait un problème relativement aux produits qu'on ne peut plus avoir, le calcium. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui est couvert par les assurances non plus. C'est difficile à obtenir. Et donc, j'ai plus de succès avec un inhibiteur topique comme Protopic ou Elidel. Ça marche mieux. Avec un stéroïde à puissance plus faible, comme Disinide ou Hyperval. Et donc, c'est stéroïde. Donc c'est anti-inflammatoire, anti-démangeaison, bon, c'est ce que j'utilise, anti-écaille, si vous voulez. C'est ce que j'utilise au niveau des organes génitaux. Beaucoup de questions ici. On apprécie vraiment beaucoup du fait qu'on y va un peu coq à l'âne comme style. Voilà. Formidable. Quel groupe formidable. Quelques questions relativement aux médicaments spécifiques. Et je veux juste reconnaître le fait que parce qu'il s'agit d'une présentation générale, nous ne répondons pas aux questions qui ont trait aux médicaments spécifiques ici. Parce que tout le monde peut avoir des effets secondaires différents, tout le monde réagit différemment à un traitement. Et pour cette raison, je veux reconnaître respectueusement ces questions-là. Et je vous encourage cependant à aller sur notre site web. Nous avons une section des traitements. On a des questions relativement aux effets secondaires. On a des questions qui ont trait à de l'information trop simpliste par rapport au monographe. En fait, c'est simple sur notre site web. Vous pouvez avoir de l'information là, même si c'est simple, mais posez des questions à vos médecins, aux infirmières, votre équipe de soignants, si vous avez des questions là-dessus qui sont importantes pour vous. Une autre question maintenant qui a trait aux éléments humidifiants entre les éléments topiques prescrits. Avez-vous une recommandation relativement à un hydratant? Votre point de vue d'abord, votre perspective quant à l'utilisation d'hydratants pour certaines parties du corps plus sensibles, s'il n'y a pas d'ordonnance ou de traitement comme tel nécessairement spécifiquement.
Tout élément topique sans ordonnance va être sécuritaire au niveau d'hydratant. Si vous choisissez un produit, pensez à, peu importe si vous allez à une pharmacie, par exemple, il y a tellement d'options, pensez-y. C'est vraiment accablant, il y a tellement de choix. En tant qu'infirmière, en tant que consommatrice, je dis à mes patientes, si vous choisissez quelque chose, pensez au site. Si c'est votre main et vous utilisez un hydratant, si vous êtes caissière, vous ne voulez pas que vos mains soient graisseuses. Une lotion a beaucoup d'eau. Et donc, c'est pour ça qu'on a une pompe. Une lotion, c'est une meilleure option souvent. Si vous êtes un caissier et vous avez besoin d'un hydratant rapide entre les transactions caissières, alors une lotion, c'est une formulation plus légère, ça peut être une bonne option. Une crème ou un baume, c'est un produit plus lourd. Si vous voulez vraiment humidifier les choses, parce que si c'est très épais, utilisez quelque chose qui a un élément plus riche, un produit plus riche qui sera plus hydratant, moins d'eau peut-être. Donc, pour certains tissus, par exemple, sous la plante des pieds. Beaucoup de patients ont tendance à utiliser un produit plus épaississant, comme les crèmes épaisses, des onguents, quelque chose comme de la vaseline presque le soir. Et des fois, ils vont porter des gants et des bas, même des chaussettes durant la nuit. Ils vont utiliser quelque chose de plus épais le soir et quelque chose de plus mince, de plus léger le jour. Voilà. Et quelle belle façon de décrire le tout, Julie. Merci beaucoup. Oui, vraiment. Pour moi, c'est étonnant. Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, c'est incroyable. Quelle belle réponse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui aide. Et c'est très, très clair. Et maintenant, on passe des pieds. On arrive au cuir chevelu. Comment... Bon, s'il y a du liquide qui vient des patchs, là, comme on dit, c'est très frustrant, n'est-ce pas? Quelque chose qui sort des taches, là. Bon. On a beaucoup de questions là-dessus, mais est-ce qu'il y a une différence en termes de la texture de la chevelure? Vous savez, la peau est différente, la texture des cheveux est différente aussi. Avez-vous des recommandations quant au traitement? Là, vous voulez encourager les gens à réfléchir à ces choses-là. Désolé. Oui, c'est comme un art de traiter le cuir chevelu ou certaines aires du corps parce que c'est le dernier endroit où l'on voudrait mettre quelque chose de graisseux comme de la vaseline sur le cuir chevelu, par exemple. Il faut savoir qu'est-ce que vous traitez, quel type de cheveux vous avez. Le cuir chevelu, c'est un bel endroit où l'on peut mettre quelque chose comme une lotion, n'est-ce pas? Quelque chose qui est liquide. Ça se répand mieux, ça s'étale mieux. Il n'y a pas de résidu graisseux qui est laissé. C'est un choix populaire, une lotion. Et donc, il y a des combinaisons d'agents sur le marché, etc. Donc, un stéroïde topique, et donc, qui marche très bien pour le cuir chevelu. Ou un vaporisateur, un spray, un gel, comme on dit. Et une des versions, c'est un gel. Certains hommes ou femmes aiment ça pour le cuir chevelu parce qu'il n'y a pas de résidus graisseux ou collants. Un vaporisateur, un spray, comme on dit. Beaucoup de femmes aiment les sprays, les vaporisateurs pour le cuir chevelu parce que ça ne laisse pas de matière graisseuse, de résidus sur les cheveux. Ça marche bien, mais il faut savoir quel type de cheveux ont les patients. Combien de fois ils vont utiliser ça? Ils se lavent les cheveux combien de fois? Ça, c'est très important. C'est de l'information qui vaut son plus en dehors. Il faut donner du counseling aux gens pour savoir comment utiliser le produit. Parce que des fois, la lotion, si quelqu'un l'a utilisé beaucoup sur les cheveux, et là, vous devez leur dire que c'est pas une bonne façon d'utiliser la lotion. Il y a différentes étapes. Là. Sinon, c'est très difficile. Là, si vous avez de l'eau et de l'huile, là, ça marche pas très bien. Donc, il faut donner un counseling sur comment utiliser le produit, pas juste le produit. J'aime donner des petites perles de sagesse, des conseils qui vont augmenter le seuil de fidélisation quant à l'utilisation du produit. Quand est-ce que vous utilisez le produit? Comment vous l'utilisez? C'est important, ces conseils, pour que les patients vraiment savent quoi faire. Si un patient dit « je me lave 2 fois par semaine », le cuir chevelu, bon, ben là, ça nous aide pour savoir quelle substance topique on va choisir, quel produit ou lotion. La texture du cheveu, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Je ne pense pas que moi, je choisirais quoi que ce soit de différent selon la texture des cheveux, mais si vous avez quelqu'un qui n'a pas de cheveux, ben voilà,
Hein, un chauve. Parce qu'ils aimeraient que leur tour de tête ait l'air luisant, je ne sais pas. Mais on se pose la question, donc ça va avoir l'air de quoi sur leur cuir chevelu? Bon, on leur pose la question, qu'est-ce que vous préférez? Un élément mousse, un gel, une lotion, etc. Vous jouez un rôle actif. Mais c'est eux qui vont revenir chez eux avec une ordonnance. Donc, il faut s'ajuster à leurs besoins. Utiliser un onguent pour quelqu'un qui a beaucoup de cheveux corporels, c'est pas une bonne idée. Un patient n'utilisera pas le produit. Dans ce cas-là, regardez la patiente, le patient. Si vous regardez juste une partie du corps, le dos, par exemple, et vous ne regardez pas le patient au complet pour vous rendre compte que le patient est très chevelu, a beaucoup de poils, il y a un problème, là. Donc, parce qu'il y a un problème, là, si quelqu'un a beaucoup de cheveux, il y a un problème quant à certaines lotions avec les vêtements, etc. La peau, c'est incroyable comme considération, n'est-ce pas? Chaque personne a beaucoup d'éléments à considérer, n'est-ce pas? De belles choses à dire ici. Voilà, il y a d'autres questions. On avait quelques minutes restantes avant de tout conclure. Je vais poser quelques questions encore. Alors, avant de le faire, il y a au moins 2 questions que je vois par rapport aux gens qui vivent dans différents lieux, à Thunder Bay, par exemple, et à Calgary. Je vois, pour ces personnes qui posent des questions. Thunder Bay, Calgary? Non, le sud de l'Ontario. Pardon, désolé. Pas de Calgary. J'ai peut-être vu ça ailleurs. Les gens posent des questions ici. Ils peuvent avoir accès à ça comment? Accès à un dermatologue, à une clinique, là où ils sont, dans leur lieu de vie. Parce que on ne peut pas spécifiquement répondre aux questions ici, géographiquement. Il faut essayer de voir comment on peut vous aider. Mais j'aimerais rappeler aux gens que sur le site web du CPN, du réseau, c'est le point de contact pour nous tous. Il y a un formulaire de contact où l'on pose des questions. Et moi, je réponds à ces questions-là. En fait, si quelqu'un cherche un dermatologue dans un lieu donné, contactez-nous et nous, on va vous rediriger vers un outil qui va vous mener au site web de l'Association canadienne des dermatologues. Et là, vous aurez les références pour trouver des dermatologues qui vivent près de chez vous. On peut vous donner également de l'information générale pour savoir un temps d'attente, ça ressemble à quoi faire si vous ne trouvez pas le bon appareillement par rapport à votre situation, si vous avez des difficultés, des pépins. Posez des questions spécifiques, mais si vous avez des questions sur le lieu, contactez-nous et nous, on va vous rediriger à l'Association canadienne des dermatologues pour vous aider à trouver un spécialiste. Par exemple, à Peterborough, on sait, bon, mais ailleurs, bon, voilà, on va rediriger. Et dernière question, je crois, relativement au sujet réel, plus direct. Comment aider quelqu'un qui perd ses cheveux? Perte de cheveux à cause de psoriasis au niveau du cuir chevelu. C'est quelque chose qui peut être très stressant, je l'imagine. Donc, y a-t-il des commentaires ou des idées à partager là-dessus? Pour quelqu'un qui perd ses cheveux, absolument, le but principal, c'est de réduire la voie contagion, si vous voulez. En fait, il faut rassurer le client, les cheveux vont grandir à nouveau, mais il y a des plaques, des fois plus épaisses chez certaines personnes. Et donc, sur la plaque, des fois, lorsqu'on utilise un peigne, on voit que le poil va renaître sur la plaque, etc. Donc, il faut avoir la bonne intervention pour permettre aux cheveux de renaître, de grandir à nouveau, de croître. Des fois, c'est rassurant. On dit aux patients que c'est pas une inflammation qui va créer une perte de cheveux continue. Non, ça va croître à nouveau. Les cheveux vont revenir. Et des fois, un traitement agressif, une intervention précoce, le fait de donner une ordonnance topique, mais en même temps offrir une injection ou de ralentir les choses, ça dépend. Mais il faut démarrer le traitement. Et des fois, c'est bon d'être un peu agressif si le patient répond bien quant à cette prise en charge. Merci énormément. Il y a des questions pendantes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais considérer ce contenu et après la session, je pense qu'on pourra
avoir tout un autre webinaire sur la même question ou portant sur d'autres sujets qui ont été soulevés. Merci beaucoup, encore une fois. Merci pour votre présentation formelle et merci pour être si prête à répondre aux questions. La session de questions nous a engagés, nous a fait participer, donc énormément. Merci beaucoup. J'aimerais rajouter un élément. J'aimerais juste parler du fait comment contacter un dermatologue. Un point de contact. Si vous n'avez pas de premiers soins, disons que vous n'avez pas de médecin de famille, il y a d'autres façons qui vous permettront d'aller chercher des soins. Moi et le docteur, on a parlé d'un élément ici. Des fois, il y a des endroits où on a des cliniques pour clients éventuels, sans rendez-vous. Il y a des programmes de médecine. Il y a des cliniques de praticiennes infirmières, etc. Il y a des cliniques particulières, des cliniques de pédiatres. Il y a d'autres façons d'avoir de la consultation. Même si vous n'avez pas de médecin de famille, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas accès aux premiers soins, mais il y a d'autres types de cliniques qui existent. Alors, faites vos recherches. Il y a encore de l'aide disponible. Il y a un accès auquel vous avez droit. C'est possible. Vous pouvez obtenir des soins en dermatologie, même s'il n'y a pas de médecin de famille. Il y a d'autres options dermatologiques disponibles, même si vous n'avez pas de médecin de famille. Il faut juste chercher un peu. Formidable. Merci beaucoup. Contactez-nous encore une fois, car ces informations sont en partie sur notre site web, mais en tout cas, on peut vous aider si vous avez des questions spécifiques, certainement. Contactez-nous. On essaie de faire de notre mieux pour répondre à vos questions. Des fois, c'est un luxe. Ça dépend d'où vous vivez, car les médecins de famille sont inexistants pour certains. Mais alors, merci. J'aimerais remercier tous ceux qui ont participé. Merci d'avoir été patients plus tôt. Merci pour votre participation. C'était formidable. L'engagement était extraordinaire, comme toujours. J'aimerais rappeler aux gens que nous allons évaluer la session par courriel. S'il vous plaît, répondez. Par courriel. Dites-nous comment les choses ont été pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on veut continuer à avoir des webinaires comme celui-ci. On veut remercier nos commanditaires qui nous ont permis de préparer cette session. Si vous n'avez pas compris certains éléments, tout sera disponible sur notre site web en anglais et en français dans quelques jours. La présentation sera disponible. Et donc, encore une fois, le 29 octobre, vendredi, on va être très actifs sur les médias sociaux. On a des t-shirts, des gaminets. On va être très actifs dans les cliniques et on a un rapport à vous donner bientôt. N'oubliez pas la journée mondiale de la psoriasis. Vous pouvez nous envoyer vos photos, bien sûr, avec les t-shirts, etc. Et merci à tous. Merci à tous ceux qui ont participé. C'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici. Et on se revoit bientôt. Merci beaucoup de nous avoir invités également. Merci. À la prochaine.